Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Thomas Friand au micro de Nouvelle Conscience. Alors qu'il est encore étudiant, Thomas Friand crée le think tank Open Diplomacy avec pour ferme intention de restaurer le dialogue entre les jeunes générations et les plus grandes dirigeantes et dirigeants de ce monde. Il crée alors les délégations de jeunesse en parallèle des G7 et des G20 et élabore des propositions directement transmises aux chefs d'État. Les thématiques liées au dérèglement du système Terre et à l'érosion de la biodiversité sont centrales dans l'engagement de Thomas. Au sein d'Open Diplomacy, il réintroduit la protection de la nature au cœur des négociations diplomatiques. Les jeunes délégués et Thomas osent formuler des propositions ambitieuses pour prendre en compte les limites planétaires et les limites de la croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Je suis heureuse de vous partager cette discussion dans les coulisses de la fabrique du pouvoir et dans laquelle Thomas se livre avec honnêteté intellectuelle et un espoir réaliste. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thomas Friand. Bonjour. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace d'échange de paroles. Merci de m'accueillir dans mon salon également. C'est gentil. Donc nous allons évoquer aujourd'hui tes multiples engagements et la vision qui te porte de l'écologie dans ce que j'ai pu lire, comprendre, qui me paraît transverse, à la fois d'un sentiment intime peut-être, de liaison à cette nature, mais également un point de vue macro, géopolitique qui te porte dans ce que tu construis au quotidien. Merci, ouais, c'est exactement ça. D'accord, bon, génial, j'ai à peu près cerné dans ce cas. Ce que je vais te proposer pour commencer, c'est de te présenter avec le cœur et en conscience. C'est la façon dont je propose d'introduire l'échange à mes invités. Waouh, c'est une super première question, merci beaucoup. Pour me présenter, bon, alors en conscience et avec le cœur, du coup, je vais pas parler de ce que je fais en tant que pro qui s'engage sur ces sujets-là. Je vais peut-être dire d'où je viens, tout simplement, quelles sont mes racines, parce qu'elles comptent beaucoup pour moi. Je suis né en Moselle, à Metz, dans un petit village qui en fait était rattaché à la ville parce que voilà, après la Seconde Guerre mondiale, la réorganisation du territoire s'était faite comme ça, mais il se trouve que du coup j'étais dans une grande ville et à la fois à la lisière de la forêt et d'un ruisseau. Donc j'ai grandi un peu les pieds dans l'eau à regarder les grenouilles, etc., tout en ayant la chance de faire de bonnes études et de me former et de me destiner à une carrière assez intéressante qui m'a permis au fil de l'eau de faire de ma passion mon métier et ça c'est très important. Et il se trouve que ma passion s'est cristallisée pendant mon master, quand je me suis engagé bénévolement en créant l'Institut Open Diplomacy que je dirige aujourd'hui, dans la perspective de créer pendant la présidence française du G20, donc une grande instance internationale, celle qui rassemble les principaux chefs d'État et de gouvernement des principales économies de la planète, de créer au moment de la présidence française du G20 un espace d'interaction, de dialogue entre les chefs d'État et de gouvernement et des représentants des générations futures. Il se trouve qu'à ce moment-là, on est en 2011, donc c'est assez précurseur. On n'a pas encore connu les coups de gueule de Greta Thunberg, etc. Et c'est un format qui s'est installé de façon assez naturelle parce que la voix des jeunes était attendue et a été écoutée. Ça n'a fait que se cristalliser dans la durée. Il se trouve que pour moi, c'était devenu un projet paraprofessionnel
à partir de ce moment-là, mais restait un engagement associatif extrêmement fort. Et puis, en fait, après 9 ans de bénévolat, au moment où la France allait représider le G7 cette fois-ci, je m'apprêtais à tourner la page puisque j'allais avoir plus de 30 ans et donc je ne pouvais plus ensuite continuer. J'ai décidé de développer Open Diplomacy et d'en faire un moyen qui permette à toutes les générations de dialoguer entre elles du temps long, de ce que j'appelle les conditions d'une paix durable pour les générations futures, d'y réfléchir ensemble et donc de créer d'autres projets en plus de ce G20 et de ce G7 des jeunes à l'échelle mondiale qui permettent à certaines personnes de faire valoir l'intérêt des générations futures dans l'espace public. D'accord, merci beaucoup Thomas. Thomas, tu as eu un parcours d'économiste spécialisé dans la régulation financière, également de conseiller géopolitique. Comment est venu pour toi cet engagement, cet attrait, cette sensibilité pour la protection de la nature ? En fait, je pense qu'il y a eu d'abord un phénomène qui nous dépasse tous et qui est plutôt bénéfique, même s'il est tardif, c'est que de façon générale, la connaissance, ou plutôt la conscience citoyenne des enjeux écologiques s'est vraiment affirmée là sur les 15 dernières années. Et il se trouve que moi, j'ai commencé à m'y intéresser de façon très sérieuse au moment où il y a eu le sommet de Copenhague, c'est-à-dire le premier grand échec d'une COP en 2009, je crois. Et à ce moment-là, j'étais étudiant et j'organisais une simulation de négociation d'une COP. Et j'avais organisé tout ça avec des jeunes de toute l'Europe en proposant à Jean Jouzel de venir. Et je suis rentré dans le vif de ces questions-là par l'international parce que c'était mon centre d'intérêt. Il se trouve que ça correspond aussi à une époque de crises multiples qui s'enchaînaient les unes avec les autres, la crise financière, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée pour moi de créer ce G20 des jeunes, puisque le G20 c'est d'abord et avant tout une instance de régulation financière. Donc là, on est avant mes études et avant que je devienne en effet régulateur financier dans une banque centrale. Et l'idée d'avoir la voix des jeunes représentée dans le cockpit de la gouvernance mondiale où on gère les crises, c'était pour moi important parce que le but du jeu, c'était que les chefs d'État et de gouvernement pensent à au moins la perception des jeunes, si ce n'est les recommandations des générations futures, pour aiguillonner leur agenda et prendre des décisions dans l'urgence qui intègrent le temps long, ce qui n'est pas évident on va dire, de recoudre le court terme et le long terme. J'ai fait ça en étant étudiant et quand ma spécialité dans mes études c'était l'économie et la finance, j'ai poursuivi dans l'une de ces verticales qui était la gestion des crises financières en devenant régulateur financier comme tu l'as souligné. Mais assez vite en fait quand on rentre dans l'univers de la finance, on se rend compte que les acteurs économiques qui sont par nature obligés de penser le temps long, c'est les assurances et les banques parce qu'elles font des investissements qui pour certains s'engagent sur des décennies et puis ils sont censés faire des scénarios, des prédictions qui leur permettent de gérer les risques des investissements qu'ils engagent et ça on parle pas forcément d'investir dans une grande compagnie pétrolière qui deviendra un jour un rebut parce que on voudra plus utiliser le pétrole, mais on peut parler de n'importe quel type d'entreprise ou d'investissement d'un achat immobilier qui pourrait devenir un actif pourri parce que il serait plus compatible avec les limites planétaires ou simplement il serait plus adapté aux nouvelles conditions climatiques. Ou alors un modèle économique qui serait vraiment fondé sur la biodiversité en disposant d'une grande diversité d'essences de plantes par exemple. On peut penser à des tas de marques évidemment et qui ne pourrait plus faire son métier parce que ces essences de plantes disparaîtraient les unes après les autres. Donc en fait dans la régulation financière, c'est un peu l'avant-garde de la protection de la nature. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'y intéresser de près. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est cristallisé en moi, dans mon engagement associatif. Et quand j'ai quitté la Banque de France, j'ai en effet fait du conseil en politique internationale, en communication internationale pendant 3 ans. Et à la fin de ce cycle, c'est à ce moment-là que je me suis occupé à nouveau une dernière fois de co-présider le G7 des jeunes en 2019 pendant la présidence française du G7 de Biarritz. Et on était 4 co-présidents pour animer chacun
groupe de travail international, tous reliés à la question des inégalités. Et moi, je m'occupais de l'intersection entre les inégalités et les dérèglements climatiques. Donc, comment est-ce que la crise environnementale, au sens plus large, allait amplifier certaines inégalités et comment prendre cela en compte pour pouvoir faire une transition juste. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser tout de côté et de me concentrer à temps plein sur l'Institut Open Diplomacy que j'avais créé quand j'avais 22 ans, que je gérais bénévolement depuis 9 ans, mais qui allait devenir mon métier. Ça fait donc 3 ans que j'ai développé ce think tank. D'accord. Tu dis que les jeunes ont été écoutés, donc les jeunes qui se sont regroupés dans ces... donc Y20, donc Young 20, oui. Voilà, c'est ça la traduction, ou Young 8, par exemple à Deauville. Donc ce que vous faites également, c'est que vous donnez des rapports au président de la République, donc comme vous l'avez fait auprès de Nicolas Sarkozy et de Emmanuel Macron, avec 116 propositions pour un futur équitable. Donc quel a été l'impact en fait de ces propositions et également cette écoute dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, c'est une question qui est essentielle parce qu'en fait tout ça est frustrant, voire énervant si ça marche pas. Donc l'impact est essentiel. Peut-être juste une petite précision, le G20 et le G7 se réunissent tous les ans et chaque année c'est une présidence tournante. Donc là tu as cité les moments des présidences françaises du G20 et du G8 à Cannes et à Deauville en 2011, puis du G7 de Biarritz en 2019. Mais moi, je me suis toujours chargé pendant cette période-là avec Open Diplomacy de recruter, former, de financer les jeunes qui participent à ce processus-là qui a lieu chaque année dans un pays différent. Et par exemple, en 2023, cette année, ça sera en Inde pour le G20 et au Japon pour le G7. Donc la question de l'impact, elle se pose évidemment en France pour ce qui nous concerne, singulièrement quand on préside cette initiative internationale, mais elle se pose de façon continue. Ce que j'ai observé d'abord, c'est qu'entre le moment où le projet a été initié et où j'ai lancé en 2011, et aujourd'hui, il y a eu on est passé d'un exercice périlleux pour les politiques et très innovant, où le président de la République qui présidait G20 et G8 en 2011 a dû imposer l'idée que c'était utile d'avoir ce qu'on appelle des groupes d'engagement autour de la présidence du G20 et du G8. Je dis des groupes d'engagement parce qu'il y a le nôtre pour les jeunes, mais il y a aussi, il y en a un qui s'appelle le W20 comme Women 20 pour les mouvements féministes, il y en a un qui s'appelle le Business 20 pour les associations patronales, il y en a un qui s'appelle le Labour 20 pour les syndicats. Donc c'est vraiment l'ensemble de la société civile qui fait une chambre d'écho, de dialogue avec cette instance-là. Il se trouve que nous, on a fait partie des 3 premiers groupes d'engagement, mais cette dynamique s'est largement élargie et la question de l'impact se pose pour tout le monde. Et donc, au début, c'était pas une évidence, c'était vraiment de l'entrepreneuriat politique. Il fallait créer sa place et on n'avait aucun budget, c'était vraiment la débrouille, etc. Et après avoir pris le temps d'acquérir toute la crédibilité politique nécessaire pour être au niveau des chefs d'État et de gouvernement les plus puissants de la planète, ce qu'on a vu, c'est une forme d'appropriation de ces projets, pas d'appropriation au sens expropriation, mais au sens où c'est devenu une figure imposée du G20 et du G7, et on ne verrait pas aujourd'hui un G20 ou un G7 qui ne se réunirait pas sans ces groupes d'engagement-là. C'est un must-have, et les jeunes en particulier sont... maintenant, c'est un peu d'ailleurs devenu sujet de moquerie dans certaines instances internationales. Le fameux blablabla de Greta Thunberg, c'est on veut toujours des jeunes à l'affiche, mais parfois c'est cosmétique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a rien de cosmétique. C'est vraiment des échanges de substances, puisqu'à la fin du processus où les jeunes de la planète entière ont finalisé leur rapport commun, donc les Français comme les autres, leurs homologues étrangers, leur rapport commun et leurs recommandations, c'est généralement le chef d'État ou de gouvernement du pays qui préside le groupe qui réceptionne les recommandations lui-même, après plusieurs échanges avec les différents ministres du pays en question. Et il y a également un autre aspect qui est le fait que les Sherpas des autres chefs d'État et de gouvernement du groupe se réunissent aussi en même temps que le Y7 ou le Y20. Ce qu'on appelle les Sherpas, ce sont vraiment c'est le bras droit diplomatique d'un chef d'État et de gouvernement. C'est vraiment son représentant personnel dans des négociations internationales, ce qu'on appelle le conseil diplomatique.
Et donc, ce sont l'ensemble des Sherpas qui réceptionnent les recommandations. Donc là, c'est le moment de vérité, c'est le moment où on sait si nos recommandations font mouche ou pas. Et alors là, la réponse, elle est fluctuante d'une année sur l'autre, parce que selon que la présidence du groupe a un agenda qui est ambitieux, je pense par exemple à la présidence italienne du G20 en 2021, elle avait pour objectif de préparer en tandem avec la présidence britannique du G7, la fameuse COP26 de Glasgow. Il y avait une grosse ambition des deux présidences italiennes et britanniques pour l'agenda climat, pour faire en sorte qu'à Glasgow, on puisse prendre une trajectoire de sortie du charbon pour les émergents. Donc il y avait une vraie congruence entre l'agenda de la présidence et l'agenda des jeunes qui est autonome et qui devait venir nourrir ça. Et donc il y a eu vraiment, on va dire qu'on a poussé dans le sens du vent et le vent nous a porté, et il y a eu tout un tas d'idées très concrètes qui sont remontées. Je pourrais donner quelques exemples. Et puis après il y a des présidences où les choses sont verrouillées, sachant que le G20 et le G7, c'est des organisations qui sont très particulières, qui fonctionnent uniquement par consensus. Donc ça veut dire que s'il y a un ou deux pays qui ne veulent pas parler d'un sujet, eh ben, le sujet n'est pas discuté. Par exemple, en 2019, quand le Japon présidait le G20, Donald Trump était encore président des États-Unis, le Japon voulait absolument qu'on parle d'environnement, de climat, d'énergie, etc. Et évidemment surtout de climat. Je fais pas un dessin sur le fait que Trump était sorti de l'accord de Paris, et donc pour les États-Unis c'était mort, on parlait pas de climat. Eh bien le Japon a dû faire des chefs-d'œuvre diplomatiques pour pouvoir parler de climat sans parler de climat, c'est-à-dire parler d'énergie, de gestion des énergies renouvelables, de gestion des énergies fossiles. Et ça a permis de mettre l'environnement à l'agenda. Mais typiquement, nous, on avait beau dire ce qu'on voulait de façon forte sur les questions environnementales. À partir du moment où les chefs d'État et de gouvernement ont fait une croix sur ce sujet à l'agenda, ben on reste un peu les gardiens du temple, mais en face, l'impact final de nos propositions, il est marginal. Marginal à l'échelle du groupe, mais ça ne veut pas dire marginal dans les pays. Parce que quand nous, on rentre à la maison, si j'ose dire, enfin plutôt nous, je dis la délégation française, parce que moi j'ai passé l'âge de faire ça, je m'occupe juste de les chaperonner, de les former. Les jeunes Français qui ont cette expérience, ils ont aussi la charge de pousser les officiels français à s'emparer de leurs propositions. Et donc là, c'est pareil, rendez-vous dans tous les cabinets ministériels qui sont en charge, les administrations centrales qui sont en charge pour pouvoir véhiculer les propositions. Et je trouve que ça passe plutôt bien. Moi, je voudrais citer juste un exemple, si tu me permets, sur les sujets de santé environnementale. On sait très bien, c'est particulièrement visible depuis le Covid, que la santé des écosystèmes dans lesquels on vit et la nôtre sont absolument indissociables. C'est la fameuse approche une santé de l'Organisation mondiale de la santé. Et on a été, très tôt à souligner l'importance de développer des politiques de santé publique et de santé environnementale qui sont ambitieuses et qui tiennent compte de la santé des écosystèmes. Et on voit que à force d'insister et d'amplifier les messages que portait déjà l'OMS, eh bien on a réussi un peu à sortir du placard cette idée, avec d'autres, évidemment. Je veux pas qu'on s'attribue ce succès-là en tant que tel, mais on va dire qu'on a contribué à faire de cette approche One Health de l'OMS un sujet qui soit un petit peu plus mainstream et qui mérite l'attention des chefs d'État et de gouvernement du G20 et du G7, parce que, comme d'autres, on a poussé pour que ça soit inscrit et que ça soit un objet de travail à part entière en format G20 ou G7. D'accord. Là, ce que j'entends, on a un peu un discours à deux vitesses, puisqu'on a aussi la masse, les jeunes d'associations, d'ONG qui se mobilisent et qui pensent que les chefs d'État, les membres du gouvernement n'agissent pas suffisamment vite dans cet enjeu-là, autour de cet enjeu, et ne le comprennent pas, et ont toujours un peu les mêmes paradigmes de pensée. Mais d'après ce que j'entends aussi de ton point de vue, avec notamment ces organisations de jeunesse, il y a quand même un espace d'écoute avec des choses qui sont mises en place. Donc comment tu expliques un peu cette dissension entre toi, ton ressenti au sein de ces instances de prise de décision, et puis après d'un autre côté un peu la grassroots, vraiment la base, la société qui se sent pas comprise, pas écoutée, qui trouve que ça va pas assez loin. En fait, je pense que la réalité que tu décris, elle
elle est pas double, elle est unique, c'est-à-dire qu'il y a bien un effet, des décideurs qui vont pas assez vite, et c'est la réalité. Moi, je n'ai pas dit qu'ils allaient au bon rythme, mais je veux dire, scientifiquement, il est parfaitement établi qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Si on prend que l'indicateur carbone, on sait qu'on devrait aller nettement plus vite. Pareil sur la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité fait que s'accélérer, et on vient à peine de voter, après 2 ans et demi de retardement de la COP15, un cadre mondial pour pouvoir travailler sur ça. Donc à aucun moment j'affirmerais qu'on est au bon niveau sur les questions écologiques au sens strict, au bon niveau d'ambition et de vitesse. Ce que j'observe, là où nous trouvons, c'est qu'on est à la fois en lien avec des organisations de société civile telles que tu les as appelées, c'est-à-dire un peu plus grassroots, etc. Parce que justement, j'attends de la part des jeunes à qui on offre la chance, après un processus de sélection très ouvert, de pouvoir participer à cette dynamique-là, de rester en contact avec ces organisations de société civile. On a bien ça en tête, et d'ailleurs il n'y a pas que les organisations de société civile, c'est pas un délire d'ONG, ces sujets, c'est vraiment des constats scientifiques extrêmement établis qui sont remis en cause maintenant de plus en plus rarement par les officiels, en tout cas en format parmi les autorités françaises. Je pense que j'ai pas entendu de climato-sceptiques s'exprimer depuis suffisamment longtemps pour que je sois un peu plus optimiste qu'avant. Mais donc on est à la frontière, on est un peu dans une forme de connexion avec à la fois ces mouvements d'alerte sous d'autres formes et les autorités. Et nous, on considère que notre rôle, c'est de faire la connexion entre les deux, et je le dirais peut-être de façon un petit peu différente, de constamment transformer ce sentiment d'urgence en une forme de pression politique qui est exercée de façon discrète mais intelligente, c'est-à-dire qui ne crée pas un effet de rebuffade, parce qu'on sait très bien que les activistes peuvent créer cet effet-là, et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre, c'est juste que c'est comme ça que les gens réagissent. Créer cette pression en étant exigeant sur le fond, en formulant des recommandations qui sont pointues, qui demandent une forme d'ambition. Je vais prendre un exemple très concret, tout récent, très frais. Le Y20 qui s'est tenu en Indonésie, sous présidence indonésienne du G20 en août, avait formulé comme recommandation que 50% des aires terrestres et des aires maritimes soient des aires protégées, dans la perspective des négociations de la COP15 qui s'est tenue à Montréal au mois de décembre, dans laquelle on savait que l'accord le plus ambitieux qui pourrait exister, ça serait 30% d'aires protégées en terre et mer, si j'ose dire. Et donc le fait qu'on réaffirme l'importance de cette zone d'air protégée, d'une surface qui soit à la fois maritime et terrestre, mais que ça soit bien séparé, parce que c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes politiques publiques, et que ça soit bien un chiffre ambitieux des deux côtés. Nous, on avait affiché 50 parce qu'on savait que ça serait pas 50. Et ben, ça a atterri à 30-30. Alors, c'est pas évidemment, il y a des milliers d'organisations, et c'est très bien comme ça, qui se sont mobilisées, dont des activistes. Mais nous, on a un message sur lequel on a été dans les couloirs, auprès des ministères et des ambassadeurs constamment actifs, c'est sur ça. Et avec une force qui est qu'on n'est pas, nous on n'a pas la force du nombre de likes sur un réseau social pour aller attirer l'attention des politiques. On a la force de pouvoir pousser la porte du bureau d'un dirigeant et de lui dire discrètement la même chose que ce que les jeunes attendent, et d'avoir une conversation à huis clos, mais apaisée et exigeante avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps entendu, mais ça veut dire que notre forme de mobilisation, d'activation des pouvoirs publics, elle passe par un autre canal. Et à titre personnel, j'ai toujours trouvé que c'était plus efficace. Je dirais pas que l'activisme militant, extérieur, visible, parfois choquant, est inutile. Loin s'en faut, parce qu'il attire l'attention aussi de certaines personnes qui sont peut-être moins sensibles à ces questions-là. Mais in fine, je sais qu'à un moment donné, le sujet devient technocratique. Il devient assez pointu, assez
assez complexe sur le plan technique, du droit, des sciences, etc. Et j'ai l'impression que les jeunes sont plus pris au sérieux quand ils montrent qu'ils connaissent la technicité des sujets et qui viennent qui viennent à la table des chefs à plumes, comme j'aime bien les appeler, en leur parlant de façon aussi précise que des enjeux. J'ai l'impression qu'ils sont plus pris au sérieux que quand il y a une manifestation, etc. Les deux sont complémentaires. J'ai jamais opposé ces deux formes d'engagement pour l'écologie. Mais nous, notre style, ça a été un style discret mais efficace, qui est le style de la diplomatie au fond. Oui. Donc vous faites en fait une forme de lobbying positif, allant vraiment dans le sens de la prise en compte des nécessités d'aller contre les limites planétaires. Exactement. Et alors je dirais pas parce qu'en fait il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que le travail de l'Institut Open Diplomacy, pour ce qui concerne les jeunes en particulier, le reste est peut-être un petit peu différent, mais c'est de recruter, de donner les moyens intellectuels et financiers à en gros 8 à 9 jeunes chaque année, d'être dans cette fonction de challenger des officiels à l'échelle française et internationale, pour leur rappeler ce que sont les points d'attention principaux des générations futures. D'accord. Quand je dis rendre à César ce qui est à César, c'est que c'est eux qui font l'effort. Nous, moi, je suis un peu le sélectionneur de l'équipe de France, et point, et c'est tout. Et après, sur le terrain, c'est eux qui jouent, quoi. Alors, je leur apprends à être une bonne équipe, parce qu'on peut pas avoir autant d'influence sans travailler collectivement, parce que c'est du bénévolat, et dans une négociation internationale en format G20, c'est un travail d'équipe. Je leur apprends à dialoguer avec des autorités publiques et à se faire entendre sans se faire entourlouper, sans se faire instrumentaliser. On leur apprend à s'informer auprès... la plupart du temps, les volontaires qui postulent pour ce programme très exigeant sont déjà très informés, mais on les emmène beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça prend 2-3 mois où on leur fait rencontrer des gens auxquels on n'a pas accès, quoi. Je sais pas, moi j'aime dans le programme de formation qu'on leur a fait faire l'an dernier, on avait tout un sujet sur comment est-ce que la guerre en Ukraine était en train de créer des ruptures dans la stratégie de décarbonation de l'Union européenne, de neutralité carbone de l'Union européenne, parce que ça dérègle tous les prix de l'énergie, etc., etc. Avec, on le sait, au cœur du système économique européen, l'Allemagne, qui avait des dépendances au gaz russe qui étaient extrêmement fortes. Et une stratégie énergétique qui est très divergente de celle de la France, par exemple. Et donc, comme c'est un sujet extrêmement complexe qui fait appel à la fois aux enjeux de sécurité intérieur, extérieur et au système énergétique allemand, et on a fait venir l'ancien conseiller diplomatique chargé de la sécurité nationale et de la construction européenne d'Helmut Kohl. Ce monsieur, il a 80 ans, il a été en charge de la réunification allemande, de la politique étrangère de l'Allemagne pendant 10 ans. Il a été ambassadeur d'Allemagne à l'OTAN et en Espagne. Il reste un des conseillers allemands les plus influents possibles. Il a été aussi à la tête d'une très très grande filiale de Veolia et des affaires internationales de Veolia, donc il connaît extrêmement bien les sujets environnementaux. Oui. On la lui fait pas. Et avoir le privilège d'échanger à bâton rompu pendant 2 heures avec une personne comme ça, vous en apprenez beaucoup sur comment marche le système, beaucoup plus que quand vous avez un cours, aussi passionnant soit-il, parce qu'en fait vous êtes là avec ceux qui ont le savoir et le pouvoir. Ouais. Et donc voilà, nous on essaie de leur permettre d'affûter leurs propositions et leur stratégie de plaidoyer, leur capacité à défendre leurs idées, avec des personnes qui bénévolement viennent partager leur expérience politique avec eux pour pouvoir les aider. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de sélection ouverte et également de vraiment faire dialoguer les mondes en quelque sorte avec celui de la jeunesse qui n'a pas toujours accès à ces lieux de pouvoir où se prennent des décisions. Donc comment fait Open Diplomacy pour aller toucher ces jeunes et justement qu'il y ait une réelle diversité, représentativité de la jeunesse au sein de votre think tank? C'est une excellente question et je dois avouer que c'est une des plus compliquées à laquelle on a eu affaire. Je suis pas sûr que la réponse qu'on a trouvée soit 100% satisfaisante, mais j'ai l'intuition qu'on s'est approché de ce qu'on pouvait faire de moins mauvais par rapport à l'objectif qui est à la fois d'avoir de l'impact sur les décisions publiques avec des jeunes qui ont les compétences requises pour ça,
et en même temps d'élargir au plus la fenêtre d'opportunité. Alors tout commence par la fin, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que comme l'objectif c'est de faire bouger les lignes au niveau du G20 et du G7, avec des chefs d'État, des ministres, nous, comment dire ça, c'est presque une vocation militante, quelles que soient les convictions qu'on porte, que de se dire, voilà, sur un an, je vais m'engager, plutôt que de faire de la peinture ou du cheval, j'en sais rien, à consacrer du temps à essayer de faire ça. C'est pas évident, c'est un engagement qui est assez exigeant, mais donc la raison d'être quand même le but final de cet engagement, on essaye de bien le mettre en avant, de bien le rendre clair, sans mentir, en disant parfois vous allez être frustré, vous allez avoir le sentiment que le système ne bouge pas. Parfois vous allez avoir l'impression d'avoir été extrêmement bien écouté et en fait vous allez vous rendre compte que vous avez été pris pour des perdreaux. Et parfois vous allez vous rendre compte que vous avez éveillé des consciences, fait bouger des lignes, voire été des alliés politiques importants pour des décideurs qui ont envie de faire bouger les choses. Et donc on les prépare à cet univers qui est assez chaotique et qui dépend d'ailleurs pas que de nos gouvernants à nous, hein, c'est le contexte international qui aussi change la donne constamment. C'est assez chaotique, mais on va dire le but de cet engagement il est très noble, et donc on met bien en avant cet objectif final et cette forme de privilège, si je veux dire, de pouvoir participer à ces enceintes-là, puisque on peut pas y envoyer tous les jeunes Français, ce serait beaucoup trop beau, et donc on est obligé de sélectionner, et ça c'est pas nous qui décidons non plus, c'est la présidence du Y20 ou du Y7, quelques jeunes, donc cette année c'est 9 au total, qui vont avoir la chance de porter le flambeau. Donc d'abord c'est vraiment mettre en avant l'objectif final qui est assez noble et la chance que ça donne de pouvoir participer à ce processus-là. Après, si je reviens un tout petit peu en arrière, pour en arriver à ce point de maturité où on peut engager la conversation de façon poussée avec des décideurs politiques, qu'on essaye de faire s'engager sur certains sujets complexes, comment dire ça, c'est très gratifiant en fait de bénéficier d'une formation, d'un accompagnement, quel que soit l'âge qu'on a, puisque l'opportunité est valable pour les 18-30 ans. La formation qui permet d'acquérir le niveau de confiance en soi, d'argumentation, d'aisance, de connaissance du système pour pouvoir faire partie de l'aventure. Et en fait, c'est un processus qui est assez transformateur sur le plan personnel. Alors évidemment, si vous vous dites le système est pourri, on ne le changera jamais de l'intérieur, c'est évidemment pas fait pour vous parce que par définition, c'est pas une voie qui vous intéressera. Mais si vous vous dites que le système ne peut évoluer que par lui-même, si j'ose dire, en prenant en considération pour le dire de façon très simple, toutes les limites planétaires, parce qu'en réalité c'est la meilleure façon de résumer tous les enjeux écologiques à la fois, je pense, avec toutes les transformations économiques et sociales que ça induit derrière, eh bien je pense que c'est une très très bonne façon de rentrer dans les carrières, dans les chemins personnels qui permettent de se dire au début de ma vie, j'ai appris à rentrer dans le système pour le faire bouger. Donc c'est un processus transformateur où on voit clairement chez tous les jeunes délégués un avant et un après, et des jeunes qui confirment des vocations, qui amplifient des trajectoires ascendantes, ou alors qui simplement, tous les ans on a dans la délégation au moins un jeune bachelier ou une jeune bachelière qui a 18 ans, donc qui sort du bac et qui rentre dans cette aventure-là, et qui, voilà, imaginez à 18 ans, vous êtes là pour challenger des mystices, c'est complètement dingo, enfin, c'est juste extraordinaire. Donc il y a aussi ce processus de se dire, ça va m'apprendre tellement de choses que même si à la fin j'en fais pas ma vocation, je saurais comment ça marche et j'aurais vu d'un peu plus près la chose, le système. Bon, moi, pour travailler dans la fabrique de la décision politique depuis un long moment maintenant,
Je sais que le système est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et en fait, plus vous êtes proche du pouvoir, plus vous vous rendez compte que le pouvoir est lointain, voire qu'il n'existe pas vraiment. Et donc, bon, ça c'est toute une réflexion sur le pouvoir qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais au moins ça donne les contours de comment la décision politique est prise à des personnes qui ont envie de participer à la vie de la cité. Et au fond, on en revient à une idée assez simple qui est vraiment au cœur de tout ce que fait Open Diplomacy, même au-delà de ce programme-là de jeunes délégués, c'est qu'une citoyenneté heureuse est forcément une citoyenneté active face au dérèglement du monde. Et donc, l'étape d'avant encore, ça, c'est le recrutement. Et là, c'est plus compliqué. Parce que même si on donne tous les moyens financiers et tous les moyens intellectuels aux jeunes de participer une fois qu'ils ont été sélectionnés, et ben, le forum de recrutement, ça suppose de venir à Paris pendant 2 jours pour qu'on puisse examiner tous les candidats de la même manière, de façon équitable. Ça a des coûts. Et parfois, certaines personnes nous disent moi, j'aimerais participer, mais j'ai pas les moyens de me payer un aller-retour à Paris un week-end pour participer à un processus de recrutement. Et là, on a un blocage. En réalité, c'est que nous, on peut pas rendre ça, payer des billets de train à autant de jeunes qui voudraient participer à la sélection, et payer des nuitées d'hôtel ou même d'auberge de jeunesse à toutes ces personnes-là. On n'a pas les moyens financiers de le faire. Et là, c'est un peu le problème parce que comme l'objectif, c'est d'avoir le recrutement qui soit totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présélection, on ne cherche pas des profils types. Tous les ans, on a des gens qui sont complètement out of the box et qui nous ont juste impressionnés par leur capacité à avoir de l'impact dans un groupe, à faire passer leurs idées, à défendre leurs arguments. Voilà, nous, là, cette année, on a même décidé de ne plus faire d'entretien individuel. La sélection se fait uniquement à travers une simulation de négociation du G20 en anglais. Donc tout le monde est à égalité, que vous soyez polytechnicien ou bachelier. En fait, on s'en fout. Vous avez un pays qui vous est attribué de façon complètement aléatoire, dans laquelle vous avez des lignes rouges et des objectifs de négociation, et démerdez-vous, et tout le monde fait le même exercice. Et c'est un exercice qui est collectif, c'est-à-dire qu'on va évaluer les candidats dans leur capacité à interagir avec d'autres personnes pour pouvoir défendre des idées qui ne sont pas les leurs. Oui, mais qui sont la vie du pays. La vie du pays. Donc en fait, on les met complètement en dehors de leur zone de confort, quels que soient les profils, et donc ça met tout le monde à égalité. Et comme je le dis tout le temps aux candidats, nous on recrute pas les meilleurs qui ont eu le top 9 des candidats qui ont eu les meilleures notes selon notre système de notation, mais on va recruter, on va regarder le top 30 ou le top 20, et on va faire une délégation paritaire qui est composée de jeunes qui ont de 18 à 30 ans et qui ont des compétences complémentaires et qui vont pouvoir s'apprendre des choses mutuellement. Le bachelier qui a 18 ans, qui vit, qui a une demi-génération de moins que le jeune cadre dynamique, ou le professionnel de 30 ans qui a une demi-génération de plus. Donc qui ont forcément des choses à s'apprendre l'un l'autre. Donc on sélectionne une équipe. Et il y a toujours une petite frustration, c'est quand j'ai des jeunes qui m'écrivent en me disant moi cette année j'habite loin, je peux pas me déplacer, comment je peux faire? On n'a pas de système pour répondre à cette situation. Ou alors des jeunes qui ont choisi cette année de partir en stage à l'étranger et qui disent, ou qui sont en Erasmus. Erasmus ça concerne 1% des jeunes français, donc c'est limité, mais qui se disent j'étudie à l'étranger, je peux pas venir pour le forum, c'est dommage. Dans ce cas, je leur dis c'est ouvert jusqu'à 30 ans, donc l'année prochaine c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un tout petit peu de frustration pour certaines personnes qui se sentent pas forcément inclus. Et alors qu'on fait un effort de faire en sorte que on a 850 contacts dans des associations, dans des masters, dans des établissements d'enseignement supérieur de recherche, qui incluent aussi les formations les plus courtes après le bac, pour qu'un maximum de jeunes en entendent parler. Voilà. On fait circuler l'appel à candidature, il n'y a pas de cooptation, c'est très méritocratique, il n'y a pas de présélection, on met tous les candidats sur un pied d'égalité, mais il y a la réalité sociologique qui nous précède, qui est que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de venir passer le forum. Alors comment est-ce qu'on essaie de compenser ça pour conclure? C'est qu'on se dit que
le forum de recrutement qui s'appelle le forum Devenir délégué ne doit pas être que pour le recrutement, il doit être aussi l'occasion pour tous ceux qui ne seront pas sélectionnés d'apprendre des tas de Bien choses. sûr, oui. Et donc, on organise pendant le forum des tas de conférences qui leur permettent eux aussi d'apprendre sur ces questions-là, en dépit du fait qu'ils ne seront pas sélectionnés, donc formés et une bourse pour pouvoir participer à cette aventure. Et l'exercice de recrutement en tant que tel, cette fameuse simulation de négociation du G20, elle est pensée pour leur donner un avant-goût de ce que sera le travail en format G20 ou G7. Donc on essaie de renverser la mécanique, mais j'avoue qu'il y a des barrières sociologiques qu'on ne peut pas lever. Et si j'ose dire, même si on avait une baguette magique d'1 million d'euros, on ne pourrait pas lever toute cette barrière. Oui, c'est clair. Ouais, et puis même aussi l'envie de postuler, de lever ces barrières aussi psychologiques, de se dire que j'ai accès à ça, j'ai le droit, ça c'est indépendant finalement tout enjeu financier. En effet, c'est une barrière qui est importante parce que parfois j'ai des échos de jeunes qui disent mais est-ce que moi je suis fait pour ça ? Et évidemment la question est légitime parce que quand on a 18 ans, qu'on vient de passer le bac, on se dit mais j'ai aucune chance d'être sélectionné ou quand on a fait pas une grande école, donc on se représente qu'on n'est pas forcément dans les meilleurs étudiants français, on se dit j'ai pas ma place. Et en fait nous on fait d'abord concrètement chaque année on a la preuve vivante et brillante que c'est une idée fausse, avec chaque année des jeunes délégués qui sont beaucoup plus juniors, qui sont de cursus, qui ne sont pas du tout élitistes et qui performent parfaitement dans la délégation. C'est pas toujours parfaitement représentatif, mais on a toujours d'excellents exemples. Il y a des gens qui s'autocensurent parce qu'ils disent c'est les relations internationales, c'est pas fait pour moi, j'ai pas fait de droit ou d'économie. Bon, on a toujours eu des gens complètement atypiques, j'ai eu des médecins, j'ai eu des vétérinaires, j'ai eu... on a vraiment, alors là c'est pareil, c'est des gens qui ont des formations supérieures assez avancées, mais voilà, quand vous êtes psychiatre et que vous rentrez dans le truc, vous y allez parce que vous êtes motivé, que vous avez des convictions et que vous avez utilisé votre esprit critique que vous avez développé, quel que soit votre cursus, pour pouvoir forger vos convictions, les documenter, les argumenter et donc en faire un vrai outil politique, et c'est ça qu'on recherche. Et puis dernier point, c'est que on s'est vraiment efforcé avant le forum de mettre en place non seulement des témoignages d'anciens délégués qui incarnent bien cette preuve-là, mais aussi de mettre en place des réunions d'information pour que les potentiels candidats aient tout le loisir de poser les questions qu'ils veulent sur ce que ça signifie, jusqu'où ça va. En fait, les questions principales que tu m'as posées pendant le podcast, parce que c'est les questions les plus importantes. C'est jusqu'où ça va m'emmener, est-ce que ça va avoir de l'impact, etc. Et voilà, donc on essaie de limiter cette autocensure. Et je dois dire que souvent, je donne l'exemple peut-être le plus probant de tout ça, c'est que quand je me suis occupé de créer Open Diplomacy, ces associations sœurs dans les autres États du G20 et du G7, pour pouvoir proposer à la présidence de la République qui présidait le G20 et le G8 de créer ça de toutes pièces, on était des nobody, on partait de zéro, et pourtant ça a eu lieu. Et depuis lors, ça n'a fait que prendre de l'ampleur politique. Donc si on a pu le créer en étant des nobody, c'est que ça peut vivre pour toute personne qui se sent concernée et qui a envie de faire passer ces messages. Donc, d'accord. C'est un peu la note d'espoir qui normalement devrait lever toute forme d'autocensure. Merci Thomas, on va arriver à la fin de l'échange, mais j'aimerais te poser une dernière question qui en fait justement concerne dont on parlait un peu de ça en antenne, mais comment en fait on parle de cette transition écologique. Est-ce que pour toi cette notion de transition écologique, énergétique, notamment guidée par les objectifs de développement durable, est-ce que cette notion elle est suffisante pour prendre en compte ce changement à la fois de perception du pouvoir, donc en fait que vous avez créé au sein de Open Diplomacy en mettant en relation des jeunes issus de la société avec des dirigeantes et des dirigeants. Donc est-ce que c'est suffisant pour créer cette transformation du pouvoir et cette transformation aussi systémique que nécessite la prise en compte des nécessités écologiques, du dérèglement climatique? Est-ce qu'on pourrait pas parler plutôt de transformation écologique ou de métamorphose? Si, complètement. Je comprends vraiment bien le sens de ta question. Moi, je pense que ce que l'on fait est nécessaire, mais il est absolument pas suffisant, parce qu'en fait, comment dire ça,
c'est l'ensemble du système qui est à repenser. Moi, je suis pas anti-système au sens extrémiste du terme. J'observe juste un fait extrêmement simple, c'est que tel que le système évolue, il va dans le mur et il va dans un mur qui peut provoquer l'extinction de notre espèce et de tas d'autres passages. Donc voilà, il n'y a pas de sujet. Si on ne réfléchit pas sur l'ensemble de ce qui fait que nos décisions économiques sont prises comme ça, que les contraintes sociales sont construites comme ça, que les impacts environnementaux se matérialisent de cette façon-là, c'est parce que je suis pas sûr que ça soit une question d'ordre purement institutionnel. Moi, je crois beaucoup à la participation citoyenne, mais je suis pas du tout dans cette logique où il me semblerait que où on pourrait affirmer que la démocratie représentative devrait s'arrêter, parce qu'à un moment donné, la gestion du pouvoir, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Ce qui me semble en revanche important, c'est que dans le fond de ta question, c'est que je pense qu'on est en train de commencer simplement à mesurer la profondeur abyssale des transformations qui sont à l'œuvre. Et en effet, transition écologique, c'est peut-être un mot qui commence assez rapidement à vieillir, même si c'est le mot que tout le monde partage aujourd'hui. Mais il y a vraiment quelque chose d'ordre très profond qui va nécessiter de revaloir tous nos modes de production et de consommation. Je pense que le thème de la sobriété dont on s'est emparé dans des conditions maladroites parce que c'est venu par le contexte de la guerre, enfin ça existait déjà un petit peu avant intellectuellement et politiquement, mais c'est la guerre qui a imposé cette notion-là, est beaucoup plus proche de la réalité des transformations qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire de revenir à ce qui est purement nécessaire. Oui. C'est-à-dire se débarrasser de beaucoup de superflu, ça veut dire éliminer probablement beaucoup de produits et de services qui sont absolument pas indispensables pour vivre dans les limites planétaires tout en ayant un mode de vie qui soit satisfaisant. Mais on peut se satisfaire d'une forme d'humilité et je pense qu'il y a quelque chose à réinventer autour de ça. Et au fond, quand on va à une COP, c'est ça qu'on nous dit. C'est la présidence indienne du G20, elle parle d'un problème de lifestyle. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Quand un Indien, on fait le calcul, il émet au moins 5 fois moins qu'un Français et probablement encore 2 fois, c'est le problème, problème de facteur 2 par rapport à un Américain moyen. Bah, c'est parce qu'on a un lifestyle qui est pas sobre. Et je suis pas sûr que les élites milliardaires indiennes soient beaucoup plus sobres que les élites milliardaires occidentales, mais il y a quelque chose de cette nature-là qui montre la profondeur de la transformation qui est en cours, et à mon avis une profondeur qui a ses racines dans quelque chose dont on ne parle pas encore politiquement, peut-être parce que ça fait passer ceux qui l'ont ressenti pour des illuminés, je vais le dire de façon un peu comme ça maladroite, mais en fait j'ai entendu beaucoup de décideurs me dire pendant le Covid où on a tous été obligés de s'isoler et pour ceux qui avaient le plus de chance de s'isoler à la campagne en retrouvant le rapport à la nature, ils se sont dit ah ouais, j'ai perçu le changement que ça faisait de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au vivant, et là ma prise de conscience écologique s'est amplifiée. Alors évidemment, vous entendrez rarement un politicien vous dire ça, mais moi j'en ai déjà entendu un ou deux me dire ça en privé, et ça correspond exactement à mes convictions, c'est-à-dire de se dire le changement de système il est d'autant plus dur qu'en fait la prise de décision politique ou économique, elle se fait par des processus et par des gens qui, par construction, et on ne peut pas leur reprocher, ne sont plus en contact avec la nature. Et je veux dire, moi je vis dans Paris, je ne suis pas au contact de la nature au quotidien, donc je me mets bien dans cette catégorie volontiers, même si j'ai grandi à la campagne, comme je le disais au tout début du podcast. Et donc je pense que ça joue, parce qu'en fait c'est notre rapport intime à la nature qui peut nous amener à prendre beaucoup mieux conscience des enjeux, et aussi peut-être à percevoir ce qu'il y a de beau à réaliser, de beau, d'utile, de sain, de juste, à réaliser ces transformations,
Et à partir du moment où ça vient pas des tripes, c'est vrai que c'est difficile à faire bouger. Voilà. Donc mon espoir, c'est que d'une manière ou d'une autre, on arrête de passer uniquement par le cerveau et que petit à petit, on passe par les tripes. Là, j'ai une petite remarque. J'entends beaucoup de gens qui disent il faut des nouveaux narratifs pour penser le monde d'après, le rendre perceptible. J'entends même des amis me dire c'est super, on va créer des trucs dans le métaverse pour pouvoir percevoir ce que représenterait une écologie efficace, etc. J'ai envie de leur dire à tous, les gars, juste allez vous balader 3 jours en forêt, ce sera beaucoup plus efficace. Vous passez une semaine à la campagne en entendant le chant des oiseaux à 4h du matin et vous serez beaucoup plus satisfait qu'avec un casque de réalité virtuelle. Et je pense que dans cette volonté de réenchanter notre rapport à l'écologie, à nouveau on passe par des processus qui sont très cognitifs et qui sont pas émotionnels, et du coup on rajoute une couche d'erreur à l'erreur dans le changement de logiciel. Donc voilà, après cet ultime bug, je pense qu'on a un vrai besoin de revivre dans la nature, et ça c'est peut-être notre organisation territoriale aussi qu'il va falloir repenser. Ouais. Merci beaucoup Thomas pour cet échange très riche. Comment on peut vous retrouver? Comment on peut suivre les événements impulsés par Open Diplomacy? Alors c'est très simple. Tous nos événements sont gratuits et accessibles via notre site internet, donc open-diplomatie, cy comme en anglais.eu. Et en particulier, on organise depuis maintenant 3 ans un gigantesque événement qui s'appelle les Rencontres du développement durable. On essaie sur le champ spécifique dans les affaires internationales des questions de développement durable, de traiter un maximum de sujets. C'est un événement qui est vraiment passionnant, qui a lieu tous les ans, en gros sur la période septembre-décembre. C'est un long événement, le dernier a duré 8 jours complets, et il y avait 247 orateurs de très haut niveau pour parler de ces sujets-là. Et donc en particulier pour ceux qui s'intéressent singulièrement aux questions de développement durable, c'est les-rdd.fr, et la prochaine édition sera donc à l'automne 2023. D'accord. Et le 3 et 4 février aura lieu également le recrutement des jeunes pour aller au G20, au G7 et dans les formats onusiens, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on les envoie aussi aux Nations Unies pour parler de... Là, c'est vraiment spécifiquement dédié au développement durable. C'est d'avoir mentionné. Avec plaisir, et puis belle continuation à ce think tank. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite.